Ce qui m'intéresse chez Hwang Sok-yong, c'est l'écrivain, bien entendu. Mais avant d'être écrivain, pour moi, c'est un témoin, le grand témoin de toute cette période qui va de toute la seconde moitié du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il est toujours vivant et qu'il continue à écrire. Il est prisonnier de sa langue. C'est le pays de sa langue, où sa langue est son pays. Et donc, il n'a jamais perdu le désir de revenir en Corée. Mais pendant ces périodes d'exil, notamment aux États-Unis, il a continué à combattre contre le pouvoir autoritaire en organisant des rencontres, des manifestations, notamment théâtrales, dans toute sa vie. C'est quelqu'un qui a eu confiance dans l'avenir et sachant que les choses iront mieux demain, à condition qu'on se donne la peine de faire qu'elles aillent mieux. Bonjour Jean-Noël Jutet. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans le podcast Le Jardin. Et pourquoi j'ai eu envie de discuter avec vous aujourd'hui, c'est parce que les éditions Piquet ont fait sortir en 2021, c'est pas tout nouveau, mais en tout cas c'est le dernier livre traduit en français du grand auteur coréen Hwang Sok-yong. Et ce livre s'appelle Le Prisonnier. Moi, ça a été vraiment, j'ai adoré lire ce livre. C'est une autobiographie, en fait, mais bon, on va en parler plus en détail, mais c'est aussi tout un pan de l'histoire coréenne qui défile sous nos yeux, une histoire aussi de résistance de son auteur. Mais avant de parler du prisonnier plus en détail, j'aimerais qu'on parle de vous et de votre travail de traducteur, puisque Jean-Noël Jutet, donc vous avez vécu en Asie, notamment à Bangkok, à Tokyo, et aujourd'hui donc à Séoul. Et depuis Séoul, vous traduisez des ouvrages pour nous permettre à nous, lecteurs francophones, de découvrir donc des auteurs coréens, dont Hwang Sok-yong en français. Alors, ma première question, en fait, comment vous en êtes arrivé là, traduire alors, je précise que vous co-traduisez, n'est-ce pas, avec Choi Mi-kyung. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette aventure de la traduction ? Bien, écoutez, je suis obligé de parler un petit peu de moi, mais on va pas s'attarder trop longtemps là-dessus. En fait, j'ai travaillé en Corée de 85 à 91. Le pays m'avait beaucoup intéressé. Et lorsqu'il m'avait fallu le quitter, j'en suis parti avec beaucoup de regrets. Et j'avais pensé que une façon de rester un petit peu en Corée, je rentrais en France à ce moment-là. Une façon de rester un petit peu en Corée, c'était de travailler avec des Coréens ou des Coréennes à des traductions de la littérature de ce pays. Donc c'est comme ça que, ne connaissant pas le coréen, j'ai travaillé avec des amis. Et très vite, c'est Choi Mi-kyung qui a été... Vous parlez de co-traductrice, c'est en fait la traductrice, et c'est moi qui suis le co-traducteur, ou du moins, disons le réviseur. Donc j'ai rencontré Choi Mi-kyung, qui est devenue au fil du temps ma femme, et nous avons, à partir des années 90, commencé à traduire des auteurs. C'est pas Hwang Sok-yong qui est le premier auteur que nous avons traduit, mais très vite, nous avons abordé son œuvre, nous nous sommes intéressés à son œuvre, nous avons rencontré l'auteur qui est devenu un ami et nous avons continué à traduire ses romans. Et dernièrement, enfin pas tout dernièrement comme vous dites, puisque ça remonte à 2021, son autobiographie. Et puis nous avons devant nous le chantier, un nouveau chantier, la traduction du dernier roman qu'il a publié l'année dernière en Corée. Donc voilà, ce travail est un travail en binôme avec quelqu'un qui connaît bien le coréen, puisque cette personne, en l'occurrence Choi Mi-kyung, est de nationalité coréenne. Elle connaît bien le français, puisqu'elle a fait elle a fait 2 doctorats en fait, un doctorat de littérature à la Sorbonne et un doctorat de traduction à l'ESIT, l'École supérieure de traduction de Paris. Cela dit, la traduction des textes coréens jusqu'à présent, et la plupart du temps, quasiment toujours, assurée par des binômes. Un couple, un Coréen ou une Coréenne, et un réviseur français. Pour une raison assez simple, c'est que, à la différence de la Chine ou du Japon, où ces pays ont accueilli depuis assez longtemps des intellectuels, des universitaires, des professeurs français qui se sont intégrés dans le pays, qui ont appris la langue et qui sont capables de traduire seuls, ce phénomène est beaucoup plus récent en Corée. La Corée a été
découverte, hein, entre guillemets, beaucoup plus récemment, et il n'y a pas, ou il n'y a pas eu, ou fort peu de Français connaissant bien le coréen et capable de traduire en français. Ça a été le cas de quelques missionnaires qui ont commencé à traduire assez vite, assez tôt, mais en tout petit nombre. Et aujourd'hui, des Français ou des Françaises se sont mis à apprendre le coréen, et je suis sûr, il y a quand même quelques personnes, j'en connais 3 ou 4, qui sont capables de traduire seuls, donc non pas dans le cadre d'un binôme, mais ce sont des Français ou des Françaises qui maîtrisent le coréen à un très bon niveau et qui ont une capacité d'écriture en français aussi à un bon niveau, car il faut ces 2 compétences. Mais ces 2 compétences n'étaient pas jusqu'à récemment souvent disponibles. Le travail de traduction des textes coréens a été fait par des binômes. Dans notre cas, une Coréenne, Cha Mi-kyung, connaissant très bien le coréen, donc n'ayant pas de problème d'accès au sens du texte, et puis un Français que je suis, qui tente tant bien que mal d'écrire aussi bien que possible en français pour réexprimer ce que la traductrice a, dans un premier temps, exprimé dans un français qui souvent n'est d'ailleurs pas mauvais, mais qui mérite d'être retravaillé pour atteindre un niveau publiable. Voilà en gros comment se passent les choses. D'accord, non, c'est très intéressant. Alors, ça m'a fait penser chez Piquet, moi je connais bien aussi le travail de Ryoko Sekiguchi, alors parce que vous parlez des japonais, qui fait un binôme aussi avec Patrick Honoré. Voilà, bon, donc, oui, ça, c'est juste comme ça un clin d'œil en passant. C'est des gens que je connais et que je lis. Je lis beaucoup de littérature japonaise, oui. Oui, là aussi, vous avez attiré mon attention. C'est vrai qu'on sent que chez les jeunes Français, notamment, il y a un véritable engouement pour la Corée, et que l'apprentissage de la langue coréenne en France se développe très fortement. On voit des manuels de coréens apparaître, puisque bon, il y en avait très peu jusqu'à présent, où ils étaient peut-être un peu sur des méthodes un peu anciennes, et là on voit tout un tas de choses fleurir. Et vous le vivez comment, vous, parce que vous connaissez donc vous nous avez dit depuis 1985 la Corée. Enfin, juste voilà, avant de passer à notre sujet principal, ce rapport des Français par rapport à la Corée, qu'est-ce que vous en pensez, vous, vu de votre vision spécialiste, d'expert? J'ai travaillé dans ce pays de 85 à 91, et puis je m'en suis éloigné, mais je suis resté en contact, comme je le disais à l'instant, par le biais de la traduction. Ensuite, j'ai navigué dans d'autres pays de la région, notamment à Taïwan et au Japon, et puis je suis rentré en France, et retraité, ayant pris ma retraite, je suis revenu maintenant en Corée vivre auprès de Cha Mi-kyung, qui elle-même est professeure de traduction dans une des grandes universités de Corée, de Séoul, l'université Ewha. Comme j'ai un certain recul par rapport à la Corée, ou la Corée vue par les Français, je suis très heureux de constater que aujourd'hui les choses sont très très différentes de ce que j'ai connu lorsque je suis arrivé ici en Corée en 85, c'est-à-dire il y a 35 ans quasiment. C'est bon, le temps passe à une vitesse, mais à l'époque, la Corée était un pays exotique, lointain, dont on savait peu de choses, dont on parlait pas dans les journaux, dont les arts étaient très peu connus. Le rayon coréen du musée Guimet est exsangue par rapport au rayon cambodgien, chinois ou japonais, bien sûr. Le cinéma coréen était encore à peu près inconnu en France, et dans cet intervalle de temps, le rapport entre la Corée et la France s'est développé à une très grande vitesse et avec une grande intensité. Et ça, pour moi, c'est un grand plaisir. Lorsque j'étais en poste ici, les étudiants coréens n'allaient pas en France, ne voyageaient pas en France. Aujourd'hui, ils sautent dans un avion dès qu'ils ont des vacances pour aller visiter le Louvre ou se promener dans la nature en France et hors de France, bien entendu. Lorsque j'étais à Paris la semaine dernière, j'étais frappé par le nombre de Coréens qu'on rencontre dans les rues, qui sont probablement plus nombreux
actuellement, m'a-t-il semblé que les Chinois, et beaucoup plus que les Japonais, qui ont du mal à revenir, peut-être à cause du différentiel de la chute du yen. Je ne sais pas ce qui se passe, mais euh, il y a relativement peu de Japonais et beaucoup de Coréens. Cette vague, le Hallyu, dont vous avez entendu parler, bien entendu, cette vague coréenne, qui n'a pas surgi d'un seul coup, mais qui a monté progressivement, peut-être d'abord grâce au cinéma. Je crois que le cinéma a été un facteur déterminant pour attirer l'attention des Français sur la Corée. Il y a eu ensuite la K-pop, les BTS, Blackpink, qui sont très connus en France. Et puis la musique. Je suis mélomane, j'aime beaucoup la musique et je constate avec plaisir que les Coréens ont un véritable tropisme à l'égard de la musique, la musique occidentale. En fait, certains parleront de colonisation, mais je crois que la musique occidentale, elle est universelle. Elle est pas, puisque les Coréens s'en emparent, elle leur est pas imposée par une puissance impériale, colonisatrice. Les Coréens se ruent sur la musique occidentale et ils se présentent en nombre à tous les plus grands concours, le concours Tchaïkovski, le concours Chopin de Varsovie, Reine-Élisabeth, etc. Et ils décrochent les premiers prix. Et on a en Corée, dans la scène musicale coréenne, est absolument merveilleuse. On a de très beaux concerts avec de très grands orchestres et de très beaux interprètes. Ici en Corée, où je les vois d'ailleurs circuler également dans le monde, et au Théâtre des Champs-Élysées, il y a 2 semaines, j'ai assisté à un récital donné par 2 Coréens et un Français. C'est magnifique. Donc la musique, le cinéma, la musique, les K-pop. Et puis, alors la littérature, c'est un peu plus difficile. C'est ça. C'est pas aussi si séduisant, aussi bling bling que le hip-hop, mais les progrès sont là aussi évidents. Le nombre de livres traduits est disponible aujourd'hui dans les grandes bibliothèques et sont comme une mesure avec ce qu'il était en 1985. Et ça fait plaisir. Alors, et même pendant longtemps, ce sont de petits éditeurs. Je l'appelle petits éditeurs, c'est petits du point de vue financier, commercial. Des équipes. mais ce sont les vrais, en fait. Ce sont les vrais. Ce sont ceux qui sont aux aguets et qui cherchent autre chose que ce qui se lira de toute façon pour des raisons autres que littéraires. Au début, il n'y avait que des petits éditeurs. Je pense à Zulma, je pense à Piquet, qui n'est plus un petit éditeur d'ailleurs. Disons qu'il a... C'est un petit éditeur, mais avec un très grand catalogue, Piquet. Oui, et avec un intérêt très tourné vers l'Asie, Chine, Japon, Corée, Vietnam également un petit peu. Aujourd'hui, même les grands éditeurs, Gallimard, Grasset, etc., cherchent des textes coréens. Ça veut dire que la littérature coréenne a gagné ses lettres de noblesse. Enfin, peine encore un petit peu, c'est sûr. Pour une raison qui est toute simple, c'est que les Français n'aiment pas trop lire les traductions, sauf si elles viennent du domaine anglo-saxon, et notamment des États-Unis. Alors, une traduction qui vient des États-Unis est forcément intéressante. Une traduction qui vient d'ailleurs est pénalisée par un a priori assez négatif. Et donc la Corée, les traductions coréennes souffrent de ce biais. Et pas seulement la Corée, c'est vrai pour tous les pays, autres que les États-Unis, le tropisme américain des Français étant ce qui explique la chose. Tout à fait. Voilà. Et donc oui, la Corée est devenue un pays qui, compte tenu ça reste un petit pays de 50 millions, 55 à peine, je crois, d'habitants, 55 millions d'habitants, avec une langue qui n'a jamais eu une grande aura en dehors de ses frontières, mais est devenu un pays producteur de textes
et qui sont lus dans le monde. Aujourd'hui, moi je m'en félicite, et quand je vois tout le parcours qu'a suivi la Corée depuis 1985, c'est une excellente chose. C'est vraiment effectivement très notable. Moi, je suis le français typique, c'est-à-dire que j'ai vraiment commencé avec le cinéma, avec des cinéastes comme Kim Ki-duk notamment. Bon, puis aujourd'hui, l'explosion effectivement du cinéma coréen. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc on va rendre hommage aux auteurs plutôt, à la littérature et donc à cet auteur majeur, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'est Hwang Sok-yong. Donc Hwang Sok-yong, effectivement né en 1943. Oui. Je crois que son premier livre, enfin en tout cas le premier livre traduit en français date des années 70 environ. Et aujourd'hui sont disponibles donc en langue française 11 romans, enfin 11 écrits, on va dire 11 livres de Hwang Sok-yong, dont le tout dernier, Le Prisonnier. Et c'est vrai que vous mentionniez donc Zulma et Piquier, donc qui sont vraiment les deux éditeurs principaux de son œuvre en français. Encore aujourd'hui, donc les éditions Zulma et les éditions Piquier. Le Prisonnier, en l'occurrence, est chez Piquier. Oui. Alors là, j'ai trouvé cette citation tout simplement sur le site d'ailleurs des éditions Piquier, où ils écrivent à propos du prisonnier, donc quelle est fragile cette liberté à laquelle j'ai tant aspiré, moi, écrivain, prisonnier d'un pays divisé, prisonnier de mon époque et de ma langue. Alors, je trouve la citation vraiment bien choisie, parce que là, pour le coup, on a le programme presque complet de ce livre qui est absolument foisonnant, enfin passionnant. C'est vrai qu'on a dit en fait que c'est une autobiographie, mais pour moi c'est presque, je l'ai lu aussi comme un roman. Enfin, j'ai compris aussi tout un tas de choses sur ses autres romans. Voilà, d'où ça venait, puisqu'il est très précis, il a une mémoire extraordinaire, hein, parce que il a écrit ça à presque 80 ans et il y a des détails partout. Enfin. Je vous donne la parole un peu à partir de cette citation. Pour vous, qui êtes un fin connaisseur de son œuvre, qu'est-ce que vous pensez du Prisonnier, de cette autobiographie? C'est une œuvre monumentale. Hein. Je crois que c'est 800 pages ou 700 pages, je ne sais plus bien. Oui, 800 pages. Bon, si on enlève les notes, allez, ça va faire... Oui. Jusqu'à l'épilogue, on arrive à presque 800 pages. Et vous dites qu'il a une mémoire extraordinaire. C'est tout à fait juste, c'est tout à fait vrai. Je pense qu'il a pris des notes aussi. Et on retrouve dans son livre des commentaires sur ses autres livres, où il se cite d'ailleurs. Hein, donc il reprend toute sa carrière d'écrivain de façon assez brève, à vrai dire. Hein. Pour moi, avant d'être, ce qui m'intéresse chez Hwang Sok-yong, c'est l'écrivain, hein, bien entendu. Mais avant d'être écrivain, pour moi, il est un témoin. Il est le grand témoin de toute cette période qui va de toute la seconde moitié du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, hein, puisqu'il est toujours vivant et qu'il continue à écrire. Donc c'est plus d'un demi-siècle. Et il remonte même un petit peu avant sa propre naissance, puisqu'il évoque dans son livre ses parents, hein, qui sont nés en Mandchourie, sa mère qui elle est de Pyongyang, et donc cette vie qui est antérieure à la sienne, est elle-même évoquée. Donc depuis les années 40, disons, jusqu'à aujourd'hui, on peut avoir, en lisant son autobiographie, car c'est, vous l'avez dit, une autobiographie, c'est d'abord une autobiographie, une vision assez complète, assez fine de l'histoire de ce pays qui s'appelle la Corée, qui au début n'était pas encore partagé, qu'il a été assez vite alors qu'il était très jeune, hein, la Corée était partagée à l'issue de la guerre de 45, lorsque les Japonais ont été défaits. Les deux pays sont devenus deux entités ennemies à partir de 48, lorsque la Corée du Sud a décidé de créer un État. Et quelques mois après, la Corée du Nord a fait la même chose, car les deux pays ont ignoré le mandat qu'ils avaient reçu
de l'ONU d'organiser des élections sur l'ensemble de la péninsule. Donc on se retrouve avec deux pays, et c'est le grand drame qui explique beaucoup de choses dans l'histoire contemporaine de la Corée, et qui est présent dans beaucoup de livres. Pas tous peut-être, mais dans beaucoup de livres de Hwang Suk-yong. Donc Hwang Suk-yong est un témoin de toute cette période, et qui veut connaître de façon un peu intime ce qui s'est passé, comment les gens ont ressenti les secousses de l'histoire en Corée après la défaite du Japon. Eh bien, en lisant ce livre, ils ont accès à une histoire en même temps événementielle. Il y a les dates, il y a les personnages, mais il y a aussi un mot que j'aime pas beaucoup, mais pour aller vite, le vécu, hein, le vécu des gens, la façon dont la population a ressenti ce qui se passait dans son pays, et notamment la tragédie de la Corée, qui est la dictature qui a duré jusqu'aux Jeux Olympiques 1988, qui n'est pas tout à fait éteinte d'ailleurs, je crois, et des velléités de retour à travers certains présidents. Tout le parcours de la Corée jusqu'à aujourd'hui, qui est un parcours fort intéressant, pour des raisons, la Corée est très géographiquement inscrite dans un contexte, d'un côté le Japon, qui a été la puissance coloniale, de l'autre la Chine, qui a été le pays qui a vassalisé pendant toute son histoire la Corée, et puis les Américains, qui sont la tutelle aujourd'hui, protégeant le pays contre quoi, on ne sait pas bien d'ailleurs, avec en plus la Corée étant divisée et idéologiquement partagée, avec le tropisme non pas communiste au nord, mais bon, il me semble que c'est plutôt un fantasme, ça, américain. Et puis le néo-capitalisme débridé au sud, donc une opposition fondamentale ici qui est perceptible tout au long de cette histoire, avec des hauts et des bas. Aujourd'hui, une tentation de remonter vers le haut, alors qu'il y a eu des périodes extrêmement fastes, où Hwang Suk-yong a soufflé, a respiré. C'est lorsque Kim Il-jong a été élu, a tenté un rapprochement avec la Corée du Nord. Il est allé à Pyongyang, il a rencontré Kim Jong-il, ou lorsque Moon Jae-in a été élu également, au moment des Jeux Olympiques d'hiver, juste avant le Covid. Ce sont des moments fastes de l'histoire de la Corée, où on sent que Hwang Suk-yong enfin respire, parce que le régime aboutit à des attitudes, des positions qui sont celles qu'il a toute sa vie espérées, pour lesquelles il s'est battu. C'est toute l'histoire de la Corée qui est présente à travers ce livre, et de façon très très fine, puisque on voit les amis surtout les amis, plus que les ennemis, les amis de Hwang Suk-yong, tous ceux de son clan, c'est-à-dire les démocrates, les dissidents, ceux qui se sont battus contre le pouvoir autoritaire, contre la dictature, contre le pouvoir fort d'une armée au service d'un pouvoir brutal. Et ce pouvoir a été brutal à plusieurs reprises, à Jeju en 48, à Gwangju en 1980, et puis en amont des Jeux Olympiques, ces grandes manifestations qui ont mobilisé les étudiants, auxquels a participé Hwang Suk-yong. Il n'a raté aucune manifestation, il n'a raté aucun mouvement de protestation contre la dictature jusqu'aux Jeux Olympiques. Et puis même après, si vous regardez le dernier chapitre de son livre, il se félicite de ce que en 2000, lorsqu'il y a eu ces grandes manifestations qui ont abouti à la destitution de Park Geun-hye, qui est aussi un moment d'union des démocrates protestants contre le pouvoir autoritaire, qui avait
tendance à revenir en force à la tête du pays. 2016, je crois, non? C'est ça, peut-être? Oui, c'est dans ces eaux-là, puisque c'est avant l'arrivée au pouvoir de Moon Jae-in. Non, mais c'est vrai. Alors, effectivement, vous l'avez bien décrit. C'est un témoin fabuleux et c'est un témoin engagé. Voilà, c'est un militant vraiment pour la démocratie, pour la réunification des deux Corées. Et on comprend tout ça par son histoire. Comme vous avez dit également, sa maman était de Pyongyang. Ils ont vécu effectivement en Mandchourie, qui était encore un territoire, c'était un peu compliqué, là, c'était japonais. Mais bon, ils sont tout de suite revenus effectivement à Pyongyang, puis ils ont été obligés de passer en Corée du Sud. Enfin, on a l'impression qu'il est effectivement de tous les moments importants. Et ensuite, il est effectivement, comme vous l'avez bien dit aussi, de toutes les luttes pour la démocratie et pour le. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est j'imaginais pas qu'il avait vécu. Voilà, bon, il est passé un peu en Chine, il a vécu à Berlin, aussi un peu aux États-Unis. Enfin, c'est ce côté aussi justement international des Coréens engagés pour la démocratie dans leur pays qu'on retrouve comme ça. Voilà, là, principalement dans son cas à Berlin et aux États-Unis, la communauté. Et même en France. Même en France oui. aussi, c'est vrai. Oui. Et au Japon, j'oubliais. Au Japon, bien sûr. Alors, ces séjours à l'étranger, en fait, c'est des moments d'exil. Des moments d'exil, ce sont pas des séjours ni touristiques, ni par intérêt pour ces pays. Il s'est senti contraint de quitter la Corée parce que il vit sous la menace de l'emprisonnement. D'ailleurs, le prisonnier, le titre qu'il a donné à son livre, ou la prison, ces chapitres qui ponctuent le livre, est quelque chose de constamment présent. Et l'un des premiers séjours, c'est après l'affaire de Gwangju. Il a 1980. Il a écrit. Il a consigné énormément d'informations dans un livre, et lorsque ce livre est paru, il était sous la menace d'une arrestation, et il a fui, il s'est exilé. Et c'est là qu'il s'est retrouvé à Berlin, où il a rencontré un certain nombre de personnes fort intéressantes, notamment le musicien Yoon Il-sung, compositeur. Autre moment d'exil, lorsque il est passé en Corée du Nord, il est obligé de passer par le Japon pour aller à Pyongyang. Il savait très bien qu'au retour, il allait être arrêté s'il rentrait. Donc, il est retourné dans son exil allemand. Il s'est retrouvé à Berlin au moment de la chute du mur, d'ailleurs. Et oui, ça c'est fabuleux aussi, parce qu'il était témoin de choses absolument fantastiques. Je crois qu'il était en Chine au moment de Tiananmen, il était à Berlin au moment de la chute du mur. Enfin, ça aussi c'est extraordinaire quand on pense à l'histoire récente. Exactement. Donc ces séjours à l'étranger sont des moments d'exil où il n'a jamais perdu le contact avec la Corée, ni l'intention de revenir en Corée. La Corée, comme vous l'avez dit au tout début, il est prisonnier de sa langue. C'est le pays de sa langue, où sa langue est son pays. Et donc, il n'a jamais perdu le désir de revenir en Corée. Mais pendant ces périodes d'exil, notamment aux États-Unis, il a continué à combattre contre le pouvoir autoritaire en organisant des rencontres, des manifestations, notamment théâtrales. Théâtrales, oui, un peu avec de la danse, un peu, ça, oui, Puis le théâtre, un théâtre plus ou moins improvisé, mais du théâtre mettant en scène des acteurs qui partage son regard sur la dictature, essayant de mobiliser. Il a été un animateur culturel tout au long de sa vie. Hwang Suk-yong n'est pas un homme politique pour autant, c'est un écrivain. Hwang Suk-yong est un artiste. C'est pour ça le théâtre a retenu son attention, puis bien sûr l'écriture. Mais souvent, il a souvent été interrogé
par des journalistes qui lui demandent « Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation ?» En voulant le faire parler de la Corée du Nord où il est allé, hein, comme vous le savez fort bien, ou le faire parler, pour le faire parler aussi de la situation en Corée du Sud, faire parler des relations entre Séoul et les États-Unis, entre Séoul et les Japonais. Et il dit non, il a cédé souvent. Il a des choses à dire hein, là-dessus, forcément. À plusieurs reprises, moi je l'ai entendu dire, je ne suis pas, c'est pas mon travail de vous de commenter l'actualité. Moi, je suis un écrivain. Je suis un écrivain. Et un remarquable écrivain. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai, vous avez raison de le rappeler. C'est d'abord un écrivain. Et d'ailleurs, j'invite toutes les auditrices et tous les auditeurs qui tomberaient sur ce podcast, qui nous écouteraient en ce moment, à se pencher vraiment sur son œuvre. Moi, j'adore tous ces romans, je ne sais même pas si on veut ça roman, oui, tous ces livres. Et d'abord parce que voilà, il a une façon de raconter, très humaine, enfin, très riche. Voilà, là, on parle beaucoup d'histoire parce qu'effectivement, on parle de son autobiographie et on voit qu'il est inscrit dans toute cette histoire de la Corée, à la fois dramatique, mais foisonnante d'événements, enfin, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce qu'on peut retenir de lui avant tout, c'est sa capacité à traduire tous ces événements, mais dans des livres qui se lisent vraiment de manière passionnante. C'est pas des essais historiques, quoi. Enfin, voilà, je fais cette parenthèse juste parce que comme on a parlé beaucoup d'histoire, parce que Le Prisonnier évidemment est aussi inscrit dans l'histoire. Voilà, je tenais à faire cette parenthèse. Et vous l'avez aussi mentionné, et d'ailleurs c'est le titre, hein, Le Prisonnier, c'est très... On se dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ce prisonnier? Et ce qui est vraiment, pour moi aussi, très, très fascinant dans cette autobiographie, c'est quand il décrit justement tous ces épisodes où il est enfermé, où il parcourt un peu le système carcéral coréen à cause de divers engagements, et où il nous rend vraiment l'expérience extrêmement vivante, extrêmement... Et là aussi, on voit... On ne peut que vraiment adorer cet homme, ce personnage, parce que son humanité, même confrontée donc, à des situations comme ça, terribles, d'emprisonnement très très dur, hein, et on voit qu'il est toujours là à penser aux autres aussi, à penser à... C'est vraiment très beau, je trouve, ces passages en prison qui sont assez récurrents dans le livre, qui ponctuent comme ça sa vie. Une énergie, une confiance, un côté optimiste, hein, positif chez lui, essayant même en prison, il a des moments de déprime, hein, mais assez peu. C'est vrai, il ne cède jamais au désespoir. Alors que moi, j'essaie de me mettre à sa place, je me dis, mais je ne tiendrai pas 3 jours. Dans sa jeunesse, hein, adolescent, il a eu une période un petit peu vraiment très très sombre, mais en prison essayer de vivre le mieux possible était sa façon de combattre. Et oui, il se débrouillait pour faire pousser des légumes dans la cour de la centrale, et de se débrouiller pour apporter un petit supplément au repas, etc., et de venir au secours des collègues. Oui, il a toujours gardé une énergie, une volonté de ne pas céder, de tenir bon. Et ça, c'est très visible dans le prisonnier. C'est aussi dans toute sa vie. C'est quelqu'un qui a eu confiance dans l'avenir, et sachant que les choses iront mieux demain, et à condition qu'on se donne la peine de faire qu'elles aillent mieux. Et il y a cette dimension qui est très positive et encourageante dans ses livres. C'est jamais... vous voyez, un des livres que j'aime beaucoup, c'est... J'allais vous poser la question, justement. Quel livre en dehors du prisonnier? Oui. C'est L'Invité. Il y en a beaucoup, hein, il y en a plusieurs. Mais j'ai pour L'Invité une affection particulière, parce que là, c'est un livre performatif.
c'est-à-dire qui réalise quelque chose, qui, lorsque on arrive à la dernière page, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Le livre a lui-même un rite chaman, qui a pour vocation de consoler les âmes des défunts, de ceux qui ont été tués pendant la guerre. Il s'agit là de la guerre de Corée, où les Coréens se sont battus entre eux. C'est une guerre entre déchirés, c'est vraiment là, oui, la guerre civile. Une guerre civile qui est la guerre la plus horrible qui soit. Ils se sont battus entre eux. Il y a des scènes où ce sont les petits, les serfs qui protestent contre la façon dont ils sont traités par les propriétaires terriens. Puis on voit ensuite, on entend ensuite les propriétaires terriens qui s'indignent d'être agressés par des gens avec qui ils avaient des relations tout à fait humaines et tout à fait lorsque la réforme agraire a été mise en place, les propriétaires terriens se sont vus confisquer des terres par ceux qu'ils faisaient travailler sur leurs terres, etc. Donc ça a créé des haines absolument insurmontables. Et ces gens-là se sont entretués. Et lorsque les morts n'ont pas reçu de funérailles telles qu'on attend qu'elles soient organisées en Corée, les âmes des morts continuent à errer et ne peuvent pas atteindre l'au-delà. Et donc il faut pour cela organiser des rites funéraires qui consolent ces âmes et qui leur permettent de passer dans l'autre monde. Alors l'autre monde, on imagine tout ce qu'on veut, chrétien ou autre. On a tous une vague idée d'un paradis, d'un autre monde où les âmes finalement se retrouvent pour l'éternité. Et je pense que dans toutes les cultures, on a le monde dans lequel on vit, puis cet autre un ailleurs. Un ailleurs, voilà. Et donc le livre est organisé en 12 chapitres qui sont les 12 étapes d'un rite funéraire qui a pour but d'apaiser les âmes des défunts et de les aider à franchir cette barrière et de se rendre dans cet autre monde. Et c'est le livre qui fait ça. C'est absolument extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Donc, encore une fois, là, il y a une confiance dans le pouvoir de l'écriture et puis cette générosité de l'auteur qui aurait très bien pu se dire, les morts sont morts, oublions-les, tournons la page et passons à autre chose. Non, les morts, il faut aussi s'en occuper. Il faut s'en occuper. Il faut pas les laisser d'abord nous embêter, ils risquent de nous embêter si on s'en occupe pas, et puis il faut les aider parce que c'est aussi notre destin nous tous. Et le livre est un livre, je dis performatif, c'est-à-dire qui agit, qui fait quelque chose, qui est comme une cérémonie religieuse, qui est comme un sacrement. Et je trouve ça très très beau de la part de l'auteur. Les descriptions qui sont données sont souvent d'une grande cruauté et montrent à quel point cette guerre de Corée a été violente et cruelle. Là, c'est vraiment la guerre fratricide. Oui. On va dire c'est le moment, c'est un peu le moment où toute cette division se crée, et puis après le pays va être pris dans la guerre froide, etc. Et ça va ne faire que renforcer finalement ces divisions. Mais c'est le moment clé pour comprendre. C'est le début de la guerre froide et la Corée a été le champ d'essai finalement de la guerre froide. Les Coréens ont fait les frais. Un laboratoire malheureux. C'est le titre. Le titre le dit bien, l'invité. L'invité au départ, c'est la variole. Et on appelle la variole dans la tradition des campagnes. On appelait, peut-être aujourd'hui encore, je sais pas, mais la variole, l'invité, ou sa majesté, pour ne pas le blesser cette sorte d'entité plus ou moins divine, ou afin de la
la reconduire à la porte. Donc, on lui fait des courbettes pour ne pas on veut pas se fâcher avec elle. On lui fait des courbettes et puis un peu l'hospitalité à la grecque. Voilà. On accueille et puis on se méfie quand même. Vous êtes notre invité, mais on vous aime bien, mais bon. Et alors, c'est une métaphore. Dans le livre, l'invité, en fait, il y a deux invités. C'est le christianisme, d'une part, les églises chrétiennes qui ont regroupé les propriétaires terriens, les anciens, les anciens collaborateurs des Japonais, et puis d'autre part, les petits, ceux qui ont, c'est-à-dire le marxisme, ceux qui ont souffert de l'impérialisme japonais, de l'impérialisme des grands propriétaires, et qui ont trouvé un secours dans les idées marxistes. Donc les deux invités, c'est le christianisme d'un côté et d'un autre côté le marxisme, et qui sont donc des étrangers, complètement étrangers à la tradition coréenne, complètement étrangers à la culture coréenne. Ces deux invités, diable, viennent semer le désordre dans le pays et provoquer une guerre. Si on prend un petit peu de recul, le livre veut dire, mais on n'avait pas besoin ni du marxisme, toutes ces idéologies, ni de ces deux idéologies. On n'en avait pas besoin. Nous, on vivait très bien avec nos propres mythes, avec nos propres valeurs, avec notre chamanisme, notre confucianisme et tout ce qui était indigène. Et c'est des invités qui ont semé la zizanie chez nous, et donc on a été un champ d'expérience qui nous a conduit à nous entretuer. Bien triste. C'est un très beau livre. Et alors, le chamanisme, c'est vrai, vous en avez très bien parlé. Il en parle lui-même à plusieurs reprises. Je crois qu'il a utilisé justement des rites chamaniques pour monter notamment des pièces de théâtre ou des représentations. Oui. Et dans un autre livre que j'aime bien aussi, qui est plus léger, entre guillemets, si j'ose dire, c'est Princesse Barry, un livre en 2013 en France, 2007 en Corée, où là aussi, c'est une jeune femme qui vient vivre à Londres, là c'est original, et qui, elle est dotée d'un don un peu de voyance, d'un pouvoir chamanique. Voilà. Elle arrive à lire dans les rêves des autres, d'autrui. Oui. Le chamanisme, on le retrouve comme ça dans différents romans, dans sa vie. On voit que c'est quelque chose qui l'intéresse. Et je me demandais justement, dans la Corée d'aujourd'hui, est-ce que c'est encore des pratiques qui existent? C'est très présent, très présent. Et peut-être moins que dans un passé un peu plus ancien, mais puisque les jeunes vivent au rythme des Américains, en gros, hein, mais quand même, ça reste très présent. Je vois autour de moi, beaucoup de gens vont consulter des voyants, des voyantes. Je crois que il y a un fond de culture animiste, hein, et dans bien des cas, je m'en félicite, parce que je trouve intéressant l'idée qu'il y a des esprits, des forces dans le monde, dans la nature, qu'il y a des esprits dans les bois, dans les arbres, qui nous invitent à les respecter. Et alors bon, moi je suis pas prêt à me laisser effrayer par ces esprits. Je les trouve plutôt bienfaisants, bienveillants et bienfaisants. Mais bon, on peut voir les choses de façon beaucoup plus tragique. Mais je pense que le chamanisme reste très présent dans l'esprit de beaucoup de gens. Et dans l'œuvre de Wang Shoukyung, alors vous parlez de Princesse Barry, bien sûr, mais dans le livre où toutes les choses de notre vie, là aussi, il y a des esprits qui surgissent et qui rappellent les paysans qui travaillaient les champs, qui sont devenus un dépôt d'ordures. Ah oui, donc
Très beau livre aussi, oui, voilà, dans une immense décharge. Voilà, résurgence d'un moment plus ancien à travers la réapparition de fantômes, et qui viennent. Je pense toute l'œuvre de Wang Soo-kyung met en comparaison l'aujourd'hui et l'hier. Au soleil couchant, il compare ce que lui, le protagoniste, architecte, Un grand architecte, oui, c'est ça. Grand architecte, a fait de la Corée ce pays moderne qui est ce qu'on voit aujourd'hui dans les beaux quartiers de Séoul, le cœur de Séoul, Gangnam, etc. Et puis ce qu'était la Corée auparavant, c'est les villages de la Lune, ces quartiers très pauvres. Et il condamne, à la fin du livre, il condamne très fort l'évolution, la modernité finalement. Donc il y a quelque chose de très conservateur chez Wang Soo-kyung, très conservateur. Il est en même temps un activiste luttant contre le pouvoir autoritaire, mais en même temps très attaché aux traditions. C'est toute la force aussi justement c'est jamais il y a toujours un entre-deux, quoi. Il avance toujours à hauteur d'homme aussi, parce que quand il regrette d'une certaine manière ce certain passé, c'est qu'il voit qu'aujourd'hui, les gens sont pas très heureux non plus, quoi. Enfin, dans toutes les situations. Alors, une chose qui me retient particulièrement avec Chemi Kyung et puis nous avons traduit d'autres auteurs que Wang Soo-kyung, et puis je lis aussi ce qui se traduit en français. Wang Soo-kyung a sur beaucoup d'autres auteurs un avantage considérable, qui est que il sait construire une intrigue, il sait construire un roman, il sait fabriquer c'est une architecture. Ouais. Il y a un début, il y a un développement, il y a une fin, il y a un souffle, le souffle du romancier. Et ce souffle, tout le monde ne l'a pas. Ça, c'est manifeste, et c'est une qualité foncière du travail de Wang Soo-kyung, cette capacité de construire une cathédrale, qui est un roman, qui a un livre. Le prisonnier, c'est autre chose. Le prisonnier, justement, c'est une œuvre considérable, mais où il l'a sectionné en petites unités. Enfin, chaque unité n'est pas petite d'ailleurs, partagée, organisée autour des séjours en prison. Mais les autres romans, c'est le cas de l'invité, qui construit comme un rite. C'est le cas du roman dont je parlais à l'instant, Au soleil couchant, le regard d'un architecte qui peut se féliciter d'avoir eu une très belle carrière, mais un regard qu'il ramène grâce à la rencontre avec une jeune fille qu'il a aimée plus jeune, qui lui permet de faire cette courbe, de porter un regard sur le passé. Et c'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose de très plaisant dans l'œuvre de Wang Soo-kyung, cette capacité de construire un roman. Ce qu'on répète, on va le répéter, c'est vraiment un écrivain remarquable. Et quand vous disiez le mot cathédrale, moi, ça m'a fait penser à L'ombre des armes, qui est aussi assez volumineux, assez volumineux, que moi j'aime beaucoup aussi. Moi, j'aime tous ses livres. Franchement, je trouve que chacun de ses livres est très intéressant de toute façon, et justement est passionnant à lire. Et L'ombre des armes, par son sujet aussi, donc est la guerre du Vietnam et la participation de l'armée coréenne embarquée dans cette aventure compliquée aussi aux côtés des Américains. Mais justement, il en fait quelque chose de fascinant, voyant même les oppositions à l'intérieur même du peuple vietnamien, en prenant cet angle du marché noir. Enfin, c'est extraordinaire, je trouve. La construction de ce gros roman. Je ne sais pas si vous auriez un mot de conclusion pour
Vous le connaissez personnellement? Alors, moi, je l'avais croisé un peu juste pour une signature à Paris lors d'un de ses voyages parisiens. Et c'est vrai qu'en lisant donc Le Prisonnier, j'en reviens au Prisonnier, et en le voyant, lui, très modeste, très humble dans sa position d'écrivain, voilà, bon, il se livrait à l'exercice de la signature, mais on sentait que c'était pas trop son truc. Et, ça m'a rendu, je me suis dit, le personnage, c'est dommage que j'ai pas pu discuter plus avec lui. Et donc vous, alors qu'il connaissait bien, c'est sympa Il, d'être ami avec Hong Sok-Yong. il ressemble à ses livres. C'est quelqu'un d'impatient, toujours très actif, toujours très attentif à l'évolution de la politique, mais aussi de la société. Et il a, alors, bon, je veux pas prolonger trop longtemps notre discussion, mais il a aussi une autre vertu que je ne peux pas ne pas le dire, c'est celle d'apporter un soutien très fort aux autres auteurs, aux jeunes auteurs. Il a toujours eu une attitude extrêmement positive à l'égard de ceux qui sont nés après lui et qui tentent d'écrire des livres et de faire de la littérature. Alors, bon, la littérature contemporaine a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les auteurs, qui sont souvent d'ailleurs des autrices Oui. ou des auteurs, je ne sais pas lequel est le bon mot, dirigent leur regard vers autre chose que la politique, la dimension sociale, mais plus elles tournent leur regard davantage vers les affaires plus intimes, plus personnelles, famille, les émois du cœur, etc. Ou le polar un peu, non? Le polar qui est devenu aujourd'hui. Bon, moi je suis pas un amateur de polar et donc je reste un petit peu en dehors de ce mouvement. Mais Hwang Sok-Yong a toujours soutenu les jeunes auteurs dans les congrès, dans les rencontres, etc. Et il a notamment, et ça n'apparaît pas sans doute dans les documents que vous avez sous les yeux, mais il y a quelques années, composé un ensemble de 10 recueils contenant chacun 10 nouvelles de l'histoire, couvrant toute l'histoire de la Corée moderne. Il a choisi pour chaque année, les meilleurs textes, les meilleures nouvelles, et il en a fait un recueil de 101 nouvelles. D'accord. En 10 recueils. Il y en a un qui contient 11 nouvelles. Donc, depuis les débuts de la littérature moderne, c'est-à-dire les années 25-30 au 19e siècle, bien sûr, au 20e siècle, pardon, et jusqu'à un passé assez récent, vers les années 2000 ou 2005 à peu près, pour montrer au monde que la littérature coréenne existe, qu'elle a de grands auteurs, et à chacune de ces nouvelles, il a apporté des commentaires. Il les a commentés de façon extrêmement pointue, de façon très pertinente, et je trouve que cette démarche est très sympathique. Donc il y a ce côté généreux chez Sok-Yong, qui n'est pas souvent. Les écrivains sont un peu souvent comme les pianistes, des gens qui travaillent pour leur petit fief à eux. Et lui est quand même tourné, on l'a dit, vers le monde, mais tourné aussi vers ses homologues et portant à la littérature coréenne une très grande attention. On sent bien qu'il a cette humanité et cette attention aux autres. Et vraiment pour finir, vous nous avez dit qu'il a fini alors son nouveau roman, où il est en train de l'écrire. On aura une chance de... Je l'ai pas vu récemment, mais bon, il
il a publié il y a un peu plus d'un an maintenant un D'accord. roman un peu plus, oui, que nous allons traduire. C'est notre prochain chantier. Voilà. Bonne nouvelle alors. C'est aussi un gros roman. C'est l'histoire de 3 générations de cheminots, hein, pour montrer là encore une fois cette évolution de son pays, dont il est l'un des témoins les plus attentifs, les plus précis, et capable d'en rendre compte à travers un roman. Donc à travers la littérature, la littérature est quand même l'outil de recueil le plus riche et le plus qui a dans le temps le plus de chances de maintenir vivant toute une période, toute une société. Et dans 100 ans, on pourra relire les romans de Hwang Sok-yong et faire revivre, ressusciter la période qu'il a vécue et dont il a rendu compte avec beaucoup d'efficacité, de sympathie, de précision dans son œuvre. Et c'est quelque chose de précieux. Bon, la littérature pour nous tous est probablement avec la musique et la peinture, le lieu du recueil, hein, de notre histoire, de notre vie. Je crois que ça fera une magnifique conclusion et je vous remercie, Jean-Noël Juttet, d'avoir consacré tout ce temps. Et je vous remercie également de m'avoir entendu avec beaucoup de patience. C'était passionnant. Merci encore. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.